Salut tout le monde et bienvenue sur Mikiscope, ta chaîne 100% ciné sur laquelle je fais un inventaire des films à voir au moins une fois dans sa vie. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler du film Pusher 2, écrit et réalisé par Nicolas Winding Refn, un cinéaste danois que vous connaissez peut-être parce qu'il a aussi réalisé les films Drive, Valhalla Rising ou encore Neon Demon. Avant de sauter in medias res, je voudrais faire un petit aparté. Le film aborde des thèmes sombres et cruels liés au milieu criminel, au monde des drogues et de l'addiction, ainsi qu'aux dynamiques familiales dysfonctionnelles. Je lance donc un trigger warning aux spectateuristes qui pourraient trouver ces sujets inconfortables ou perturbants. Maintenant que ça c'est fait, pourquoi ce film et pas un autre ? Premièrement, on peut y voir se cristalliser l'esthétique cinématographique de Winding Refn à travers des lumières néons, une caméra très mobile et une narration tranchante. Deuxièmement, Mads Mikkelsen signe ici le rôle d'une vie à travers une interprétation d'un réalisme quasi documentaire à cheval entre sensibilité et violence. Et troisièmement, ce film est ultra poignant en ce qu'il raconte l'histoire d'un personnage qui, malgré d'innombrables obstacles qu'il rencontre en chemin vers la rédemption, réussit à s'affranchir de son milieu social toxique. La trilogie des Pushers est une loupe sur le monde de la drogue, de la violence et de la trahison. Pusher 2 se concentre sur l'histoire de Tony, un personnage complexe avec un passé trouble et des liens avec le microcosme criminel de Copenhague, qui cherche à devenir une figure respectable aux yeux de son père absent et abusif Smedon, a.k.a. le Duc, qui est à la tête d'un garage qui sert de couverture pour son activité illégale de vol de voitures. La vie de Tony est cependant loin d'être simple. Son addiction aux drogues alimente son comportement autodestructeur et l'empêche d'atteindre la stabilité. Au fil de l'histoire, Tony est confronté à une série de dilemmes moraux, de défis personnels et de conflits avec des individus impitoyables, alors qu'il fait tout pour se libérer de son passé tumultueux et pour se construire un avenir meilleur. Suite à Pusher 1, qui met en scène Frank, un trafiquant de drogue pris au piège dans une spirale périlleuse de dettes, de trahison et de violence, Nicolas Winding Refn sort 2 films, dont le second, qui est d'ailleurs son premier film en langue anglaise, fait un crash au box-office, laissant le réalisateur avec une énorme dette. Il décide donc d'écrire Pusher 2 en se challengeant lui-même de refaire un film de haute qualité artistique tout en respectant un budget serré. Et boum, sans s'y attendre, il réalise un film culte un peu niche du cinéma réaliste. Le film adopte un style visuel brut et sans filtre qui reflète les dures réalités du monde criminel de Copenhague. Les décors sont souvent industriels et délabrés, fournissant une toile de fond austère pour les luttes et pour les actions des personnages. Les spectateuristes sont immergés au cœur de l'action par des techniques cinématographiques qui deviendront la signature de Winding Refn. Tout d'abord, il y a cette caméra épaule très mobile qui renvoie au cinéma direct, accentuant non seulement le caractère réaliste du film, mais donnant aussi l'impression au public d'être littéralement avec les personnages. Puis, il y a les lumières néons, bien évidemment. Et enfin, des gros plans qui capturent les émotions et les expressions des personnages, permettant aux spectateuristes de pénétrer dans leur intimité et, à terme, de s'attacher au personnage de Tony en particulier. L'éclairage est souvent naturaliste, avec un accent mis sur les sources d'éclairage pratiques, concrètes et réalistes du monde urbain, comme les lampes d'appartements, les néons dans les maisons closes ou encore les lampadaires dans la rue. L'utilisation d'une part d'un éclairage discret qui implique un contraste entre la lumière et l'ombre ajoute à l'atmosphère sombre et morose du film tout en traduisant le caractère désespérant du monde dans lequel Tony vit. D'autre part, le film baigne dans cette lumière type boîte de nuit à 5h du mat, il y a du vert, du rouge et du glauque. L'univers photo, qui oscille entre sursaturation et obscurité des images, contribue à cette ambiance anxiogène de confinement des personnages, comme un piège qui se refermerait sur lui-même. Pour ce qui en est du montage, il y a une attention toute particulière mise dans la continuité, traduite par une très grande souplesse dans les transitions. Après le vol groupé des voitures de luxe, c'est le son du coffre de la voiture qui est refermé qui semble réveiller Tony dans la scène suivante,
avec une ellipse de probablement quelques heures seulement entre les deux. C'est une transition qui passe par la continuité du son. Dans la scène où Tony rencontre son fils pour la première fois, il fuit la situation en sortant de la cuisine, et on dirait qu'il marche directement dans la scène suivante, au garage de son père. C'est donc une transition qui passe par le champ de vision. Winding Refn croise les continuités visuelles, sonores et spatio-temporelles, et ça rend les changements de scène super harmonieux. De plus, les spectatrices suivent souvent les protagonistes, déambulant dans les rues de Copenhague de dos, créant une expérience véritablement immersive, comme s'ils étaient là-bas avec Tony. C'est d'ailleurs grâce à cette ambiance destroy de Copenhague, ainsi qu'à l'attitude mi-nihiliste et mi-corrosive de Tony, que les détails comme celui de son tatou « Respect » à l'arrière du crâne fonctionnent. Genre, quelqu'un peut me citer un truc plus ridicule comme tatou ? C'est pathétique, mais grâce à cet univers glauque qui l'entoure, ça passe pour un acte désespéré d'un mec qui l'est encore plus, et ça marche de ouf. Le film s'ouvre sur une scène qui dévoile Tony en prison alors qu'il écoute le discours un peu moralisateur de son compagnon de cellule qui lui parle de l'importance d'apprendre à transcender sa peur dans le monde criminel. Une des premières phrases qu'il dit à Tony annonce la couleur pour toutes les actions du film dans une sorte de foreshadowing qui imite le code de Hammurabi, œil pour œil, dent pour dent. Tony est peint comme un loser dès le départ. Il semble rater tout ce qu'il entreprend et n'arrive pas à se conformer aux membres du gang de son père, ce qu'il semble vouloir constamment lui rappeler. À sa sortie de prison, il entreprend une quête pour acquérir le respect de son père, mais il devient très vite clair qu'il est tout simplement passé d'une prison concrète à la prison métaphorique et impitoyable de son milieu social. Tony est le fils de Smeden, qui est un membre influent du milieu criminel de Copenhague. Cela signifie qu'il a grandi dans un environnement criminel et qu'il a été exposé à des activités illégales dès son plus jeune âge. Ce passé a un impact profond sur ses choix de vie et sur son comportement. La relation de Tony avec son père est tendue et compliquée. Smeden est une figure exigeante et impitoyable dans sa vie et leurs interactions sont souvent marquées par le conflit et par la déception. Cette dynamique familiale dysfonctionnelle contribue au sentiment d'insécurité de Tony et à son désir de gagner l'approbation de son père. Tony est le fils raté, alors que son petit frère Valdemar est mis sur un piédestal de manière répétée par Smeden. Même son collègue est considéré comme le vrai fils aîné de Smeden, et pas Tony. Ça prouve qu'il ne voit pas son fils aîné comme un individu, mais comme une entité qui devrait se conformer à sa propre vision du monde. Si tu es comme moi, tu seras accepté. Si tu es différent, tu seras discriminé et banni. C'est une attitude intraitable de dominant-dominé qui renvoie à la loi du plus fort, sans laisser d'espace à la recherche d'identité et de respect de Tony, ce qui perpétue ses prises de risques et ses actions dangereuses, en proie à une constante quête de reconnaissance qui n'est jamais assouvie. Il est évident que Tony lutte contre son addiction aux drogues et ce, tout au long du film. Sa consommation excessive pourrait être liée à son éducation tumultueuse et aux facteurs de stress auxquels il est confronté dans ses activités criminelles. Ce qui est sûr, c'est qu'il utilise cette addiction comme mécanisme d'adaptation aux situations sociales qui viennent piquer son sens moral. Malgré l'activité criminelle et lucrative de sa famille, Tony ne jouit pas d'une vie luxueuse et même financièrement stable. Il se retrouve souvent dans des situations précaires et dépend financièrement de ses activités illégales et empreintes de stupre, ce qui entretient le cycle de la criminalité et de l'instabilité. En raison de son casier judiciaire et de son manque d'éducation, Tony n'a que peu de chances d'obtenir un emploi légitime ou d'avoir une vie meilleure en dehors du monde criminel. Ce contexte social peut être ressenti comme un piège, le poussant à s'enfoncer davantage dans la criminalité. Et ça, il s'en rend vraiment compte dans la 3e partie du film, alors qu'il est invité au mariage de son pote qui est le fils qu'aurait voulu son père, qui le dit ouvertement d'ailleurs. Cette scène est marquante parce qu'elle concrétise le dégoût de Smeden pour son fils et qu'il lui fout la honte devant tous ses proches.
Je pense que ce qui modifie Tony au final, c'est pas seulement le fait d'avoir un enfant, mais surtout que, petit à petit, il remarque à quel point il ne veut pas reproduire la parentalité toxique qu'il a subie de son père. Les spectateuristes peuvent observer chez Tony un sens naissant de l'éthique, plutôt qu'un climax dans un combat épique contre un antagoniste. C'est rendu possible d'une part parce que l'anti-héros et l'antagoniste, c'est notre cher protagoniste, c'est Tony. C'est son fort intérieur qui est ravagé par le combat entre le bien et le mal, et le conflit est créé par les oscillations de sa propre boussole morale. D'autre part, parce qu'au fur et à mesure des scènes et des actions, les spectateuristes se retrouvent à vouloir son bien et sa rédemption, ce qui n'était vraiment pas gagné au départ. Le caractère électrisant de Tony tient justement en ce qu'il ne veut pas se conformer au monde de brute duquel il provient. Il comprend qu'il n'y trouvera jamais sa place parce que trop sensible, trop maladroit, trop ceci ou encore trop cela. Sa beauté réside dans sa vulnérabilité et dans la force qu'il doit déployer pour se défaire des gens de son milieu social, qui sont en fait des contre-exemples de ce qu'est la véritable force. À l'opposé du premier volet, la fin de Pusher 2 ne demeure pas ambiguë. Tony accueille sa responsabilité de père en arrachant son enfant à son milieu toxique, cet enfant dont il niait la paternité au début de l'histoire. L'accent est mis sur le fait qu'il choisit consciemment de s'élever au-dessus de ce avec quoi il a été élevé, et c'est mis en évidence par le symbolisme du gros plan de l'arrière de sa tête, dévoilant une fois de plus ce tatouage de respect alors qu'il tient son fils dans ses bras, tout en s'émancipant de Copenhague, du public et de son gang, ce qui lui confère enfin ce qu'il désirait depuis le début, c'est-à-dire le respect. Pour finir, les éléments visuels œuvrent main dans la main avec le récit pour immerger les spectateuristes dans l'univers des personnages et pour transmettre les émotions, les luttes et les tensions qui régissent l'histoire. Ce film, c'est pas une douce promenade au parc. Il est parfois très difficile à regarder, ultra cringe, très malaisant, mais ce malaise sert le propos plus élevé de cet homme qui refuse de transmettre des valeurs toxiques à son enfant. De toute façon, si c'était trop simple, la fin ne serait pas aussi gratifiante. Un dernier élément que j'aime vraiment dans ce film, c'est qu'à l'instar de Beautiful Boy ou encore de Requiem for a Dream, la criminalité et l'utilisation des drogues, l'addiction, ne sont pas glamourisées. Comment, like, subscribe. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous demanderai s'il vous plaît de me mettre un petit pouce vers le haut, de vous abonner à ma chaîne et de me mettre un petit commentaire. Ça aide avec l'algorithme YouTube et avec le référencement en général. Si vous avez envie de soutenir cette chaîne encore plus, je vous invite à visiter le site qui s'affiche ici. Et là-dessus, vous pouvez me faire une donation et même de manière anonyme si vous n'avez pas envie de vous faire connaître. En attendant, je vous dis à la prochaine avec une nouvelle vidéo.